Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la chaîne du 21e siècle dont voici les principales articulations. Les autorités guinéennes ont rendu un dernier hommage à Djibril Tamsir Niane ce lundi au chapiteau du Palais du Peuple. D'importantes personnalités culturelles et politiques ont témoigné sur la grandeur de cet écrivain. Et puis, les traces des opérations de déguerpissement des voiries urbaines du Grand Conakry laissent un visage de désolation à Dubrika, avec des témoignages à suivre dans ce journal. Et enfin, en ce mois consacré aux droits de la gente féminine, les violations ne finissent pas à leur égard. Ce week-end, c'est une adolescente de 9 ans qui a été victime de viol à Conakry. Fini le sommaire, la suite dans un instant. À tous, bonsoir et bienvenue. Le gouvernement guinéen compte mettre en place une nouvelle stratégie visant à pousser les régies financières à mobiliser plus de recettes. Pour l'économiste Dr Hamidou Bari, cette stratégie doit être accompagnée par une gestion efficace de la finance publique. Il s'est entretenu ce lundi avec notre reporter Sayon Kamara. Pour éviter un déficit budgétaire, le gouvernement guinéen a pris récemment un certain nombre de mesures, à savoir l'audit de toutes les régies financières de l'État, mais aussi la mobilisation des recettes supplémentaires. Une action que trouve salutaire cet économiste. On peut accroître les recettes fiscales sans accroître les impôts. En faisant quoi? En élargissant la base fiscale, c'est-à-dire il y a des niches fiscales qui existent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont des personnes qui devaient être fiscalisées mais qui ne sont pas aujourd'hui fiscalisées. Vous prenez beaucoup de commerces, beaucoup d'activités dans notre pays, elles ne contribuent pas à la hauteur à laquelle elles devraient le faire. Donc il y a des niches fiscales qu'il faut pouvoir aller chercher. Donc ça s'appelle élargir la base fiscale. Donc moi je l'encourage, j'espère qu'ils vont pouvoir y arriver. Malgré les effets de la pandémie sur l'économie guinéenne, elle reste toujours plus ou moins résistante à cause des exploitations minières. Dr Hamidou Bari déplore le fait que l'économie ne soit pas basée sur le secteur agricole. Ils sont capables de créer de la richesse pour les Guinéens, c'est-à-dire pourvoyeurs de ressources à l'interne, des secteurs qui créent de l'emploi et qui créent une chaîne de valeur à l'interne permettant de faire une redistribution des ressources créées. Si on continue sur le schéma mine, ça risque véritablement de nous rattraper du jour au lendemain. Donc, l'agriculture, on en parle toujours, les investissements dans le secteur, l'agro-industrie ou les autres secteurs qui peuvent être véritablement attracteurs pour des investissements, il faut véritablement mettre l'accent vers ça. Pour construire une économie solide dans le pays, Dr Hamidou Bari invite l'État guinéen à se baser sur une nouvelle stratégie. Il estime que l'ancienne méthode a montré ses limites. Je vous le disais à l'entame, un symposium en hommage à feu Djibril Tamsir Niane s'est tenu ce lundi au Palais du Peuple de Conakry. D'importantes personnalités culturelles et politiques ont témoigné sur la grandeur de l'éminence de cet homme de lettres et historien qui a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Ibrahima Solibari et Alassane Souma étaient de la partie. C'est le 8 mars dernier que l'écrivain et historien professeur Djibril Tamsir Niane a tiré sa révérence à Dakar des suites de Covid-19. Après une semaine, son corps a rejoint son pays natal accompagné d'une forte délégation sénégalaise, accueillie dans l'émotion et la tristesse par des autorités guinéennes et la famille du défunt à l'aéroport international de Conakry. Sa dépouille a été publiquement exposée dans l'enceinte du chapiteau du Palais du Peuple ce lundi. Il y a eu assez de glorieux témoignages sur la vie du défunt. Le professeur Djibril Tamsir Niane nous quitte pour toujours, mais il nous laisse comme héritage son exemple de vie bien rempli. Il nous laisse son immense production intellectuelle que nous venons d'esquisser. Il nous laisse des générations d'intellectuels qu'il a contribué à former en Guinée et ailleurs dans le monde. Il nous laisse une riche bibliothèque qui a été victime d'un incendie, mais dont les dégâts ont été heureusement réparés grâce à la générosité du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Présent au symposium de son grand-père qui a marqué son temps, son petit-fils dit ce qu'il retient de son homonyme. Il était notre premier phare à nous tous et à ce titre avait la légitimité d'en attendre, d'en demander toujours plus. Ce départ nous emplit d'une certaine nostalgie, nous remémorant
vieil événement, celui du 70e anniversaire des jumeaux Tanta et Papagna, entourés de leurs enfants, de leurs petits-enfants, des personnes qui les aiment. Comme un air de déjà-vu, à jamais gravé dans nos cœurs et nos mémoires. Encore un hommage, Papagna. Le premier après ton départ, mais certainement pas le dernier. Nous prions, nous prierons, nous honorerons ta mémoire, nous transmettrons ton héritage. Maintenant débute l'éternité. Le gouvernement guinéen, à travers le Premier ministre, a présenté ses condoléances à la famille du professeur Niane et au monde de la culture. Tous les témoignages que nous avons écoutés cet après-midi, les uns aussi poignants que les autres, ont souligné avec une forte éloquence le parcours d'un homme qui, par sa naissance, sa famille, ses études et son travail, appartient à chacun et à tous. Le président Alpha Condé en personne est venu se recueillir sur le cercueil de feu Djibril Tamsir Niane. Après ce symposium où il a eu droit à tous les honneurs, il y a eu des prières sur le corps. La dépouille a été transportée au cimetière du Cameroun, où il reposera pour l'éternité. Djibril Tamsir Niane laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Dans le même registre, au cours de ce symposium, des témoignages sur la qualité du professeur Tamsir Niane étaient multiples. Suivez quelques-uns au micro de Ibrahima Soribari et de Alassane Souma. Je retiens de cet homme d'abord un père, parce que je suis ami à ses enfants. Ça, c'est sur le plan purement familial. Mais sur le plan scientifique, c'est une véritable image d'un grand homme, d'une icône de l'histoire de l'Afrique. Il a eu l'intelligence, n'est-ce pas, la maestria de mettre en valeur l'oralité. Ce que je retiens de lui, vraiment, c'est quelque chose de très positif. Figurez-vous que ce monsieur, ce grand monsieur, il a été mon proviseur au lycée. Il a été mon professeur d'histoire. Et il restera, il demeurera toujours mon père spirituel. Donc, franchement, je penserai toujours à lui et on se référera toujours à lui. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance et de fierté. Je voudrais remercier tout le peuple de Guinée, la République sœur du Sénégal, la République sœur du Mali, la République sœur du Burkina Faso, tous qui ont contribué à ce que cet hommage national soit réussi. Le gouvernement de la République de Guinée, le président de la République, les acteurs et professionnels du livre. Je suis très heureux que ce qu'on a arrivé à faire aux professeurs, que ça se passe dans les meilleures conditions. Ainsi paix à l'âme de l'illustre disparu. Et on poursuit ce journal. Cette fois-ci, ce sont des boutiques et habitations qui ont été rasées ce samedi au niveau du carrefour 10 km 5 de Dubrika, une opération qui entre dans le cadre du désengorgement des voiries publiques du Grand Conakry, initiée par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Les victimes n'ont que leurs yeux pour pleurer, n'est-ce pas, Alpha Omar Diallo? Nous sommes au kilomètre 5 dans la préfecture de Dubrika. Ici, le déguerpissement des encombrants physiques des routes n'épargne personne. Boutiques, magasins, hangars, même des domiciles privés sont anéantis par le bulldozer. Assis devant son magasin cassé, Ousmane Diallo, installé au kilomètre 5 depuis l'an 2003, ne sait sur quel sein se vouiller. On est là depuis 2003-2004. On ne sait pas où aller. On est là. On a notre parents à la maison, ils sont malades. Bon. Où on peut aller maintenant? Dans sa folle destruction, le bulldozer est tombé en panne. Un moment propice pour ces jeunes de ramasser des débris laissés après le passage de cette machine. Ces citoyens disent comprendre la préoccupation du gouvernement, mais selon lui, on aurait pu penser à reloger les pères de famille. Ici, nous, on était là, c'est ici qu'on se débrouille, c'est ici qu'on gagne tout. La famille, la dépense, c'est ici. Mais aujourd'hui, le gouvernement est venu prendre ça, enlever ça qui est sur la route. Le travail que le gouvernement a entamé est très bien, mais c'est ici qu'on cherchait nos petits pains.
Il faut qu'il nous aide par la bonne foi pour que nous puissions nourrir notre famille. En tout cas, nous sommes derrière lui dans ses projets et c'est un droit. Mais la manière nous laisse dans la douleur et la galère. Face à cette situation, cet autre citoyen apprécie le calme dans lequel se déroule le déguerpissement, mais il reste conscient du calvaire des autres. Quand même, ici, il n'y a pas de problème. Personne n'est pas au jeu, ni rien. Ça nous plaît très très bien parce que vraiment, si ça sera bien réalisé quand même, ça sera bon pour nous. Vu l'ampleur de cette opération de déguerpissement à Dubreka km 5, la plupart des victimes disent être aujourd'hui dans l'insécurité totale. Certains n'ont ni domicile, ni lieu de commerce, encore moins un autre toit. Également dans l'actualité nationale, des habitants de Demoudoula réclament une maison des jeunes après l'octroi de la place désignée à cet effet à un particulier. Des jeunes ont manifesté leur mécontentement face à cette situation en fin de semaine. Mohamed Traoré revient sur ce dossier. Suivez son reportage. La construction d'une maison des jeunes était promise aux citoyens de Demoudoula dans la commune de Ratoma. Un terrain avait été identifié pour abriter l'édifice. Seulement voilà, la parcelle a été baillie à un particulier. Une situation qui ne réjouit pas les jeunes de la localité. En fait, c'est un endroit qu'on a octroyé à un individu. L'endroit qui est prévu pour la maison des jeunes de Demoudoula, on a octroyé ça à quelqu'un d'autre, à un individu que nous, on ne connaît pas, qui vient de notre quartier, qui veut mettre une clinique privée, en fait, ici. Et c'était prévu pour une maison des jeunes de Demoudoula. Imaginez qu'on retire ici. Nous, on va aller où? Dans tous les quartiers modernes aujourd'hui, il y a des maisons des jeunes. Nous, on n'a rien ici. Mais si on retire encore cet endroit-là pour donner à un seul individu qui va réaliser quelque chose ici, à son nom, à lui seul, vous imaginez où on va avec? Ces habitants demandent de concrétiser leurs promesses en faisant de leurs rêves une réalité. Le gouvernement, on est derrière eux. Mais nous-mêmes, on fait quelque chose. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous seuls. Donc ici en Conakry, le gouvernement va nous aider pour faire quelque chose. Il y a des élèves dedans, il y a des professeurs dedans. Selon les informations, la place réservée pour la maison des jeunes de Demoudoula a été octroyée au commerçant Mamadou Mouktarba, résident au quartier Kobaya. Le montant du contrat de bail s'élèverait à 21 224 000 francs guinéens par an. Pour l'heure, ces jeunes ont décidé de stopper les travaux sur le chantier. Je vous le disais à l'entame, une fille âgée de 9 ans a été victime de viol ce jeudi 11 mars 2021 par un homme d'une cinquantaine d'années au quartier d'Emoudoula dans la commune de Ratoma. Le présumé auteur serait en fuite et recherché par les agents de sécurité. Yaya Bari et Ibrahima Paye Kamara ont rencontré les parents de la victime ce lundi 15 mars. Suivez leur compte rendu. La victime de ce viol est seulement âgée de 9 ans. Élève en 3e année, elle revient sur les circonstances. Il me demanda de l'envoyer l'eau à boire. C'est ainsi qu'il m'a pris, m'a déshabillé et se coucha sur moi. Elle soutient avoir été violée par son voisin, un certain Suleiman, âgé d'une cinquantaine d'années. Selon le père de la victime, le présumé violeur serait en cavale. Je loge à Demoudoula avec un monsieur qui s'appelle Suleiman Ba. Ça fait 9 à 8 mois comme ça. On est ensemble dans une cour. Comme il a fui, en ce moment-là, j'ai pris la fille là avec le gendarmerie. Là, on nous a allés à Lambangui. Il y avait un docteur là-bas, il s'appelle docteur Alassane. Il a fait le visite, examen sur de suite. Il a trouvé qu'effectivement, il a violé la fille là. Sur la monsieur Suleiman, il a appelé mes filles pour en boire de l'eau. Je vais boire. Ma fille là, elle a pris le gobelet, il a amené de l'eau. En retournant le gobelet, il a dit Hadja, viens là. Ah, pourquoi toi tu ne me demandes pas de l'argent? Ma fille là, elle dit moi mon père n'accepte pas que je demande quelqu'un de l'argent. En ce moment, il a récupéré la fille directement, il a rentré à la maison. Il a fait le viol. Le dossier est en cours comme ça. Je voudrais que tout le monde va m'aider pour récupérer l'auteur. La famille de cette énième victime de viol demande à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour freiner ces actes intolérables. À date, le présumé auteur serait recherché par des agents de la gendarmerie.
Sur un autre plan, ce 15 mars est célébrée la Journée internationale des droits des consommateurs. Le thème de cette année est axé sur la lutte contre la pollution des plastiques pour la protection des citoyens. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée a saisi cette opportunité pour parler de la gestion des produits plastiques. Des citoyens ont eu aussi leur mot à dire. Reportage réalisé par Mamadou Binta Diallo. Contrairement aux années précédentes, en Guinée, la Journée internationale des droits des consommateurs doit être célébrée en différé à cause de la pandémie de Covid-19. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée déplore la présence des produits périmés dans les marchés. Vous savez qu'en matière de produits périmés, la responsabilité incombe non seulement aux consommateurs, aux autorités ou à l'entreprise. Il est très simple aujourd'hui que le consommateur au moins a la possibilité de regarder les dates de fabrication et de péremption. Mais au-delà des produits périmés, les gens parlent aujourd'hui, tout le monde est conscient. Mais il y a d'autres choses qui sont plus graves que ça. Allez-y dans les restaurants. On vend les omelettes dans les anciens papiers, dans les papiers sales. C'est là une conséquence. Voyez comment les plats de riz sont vendus dans les marchés. Dans le cas des produits périmés, au moins le consommateur doit pouvoir voir les dates de fabrication et de péremption avant de consommer tout produit. Si la date est expirée, il ne faut pas payer. Des citoyens rencontrés ont dénoncé le non-respect des droits des consommateurs et la fixation anarchique des prix des produits de consommation. Actuellement, vraiment, tous les prix sont flambés actuellement. Surtout les denrées de première nécessité. Actuellement, vraiment, c'est cher. Vraiment, c'est cher parce que si hier un sac de riz était vendu à 300 000, aujourd'hui il faut s'attendre à 315 000. Sur le produit que je revends, je vois actuellement toutes les choses sont chères. Surtout les objets venant là. Je vois ça, c'est tellement cher. Je ne sais pas si ça dépend du dédouanement ou bien ça dépend là où on achète, au niveau du pays européen. Cette journée devrait servir à véhiculer des informations sur les droits fondamentaux des consommateurs, à savoir le droit à la sécurité, à l'information, le droit de choisir et d'être entendu. Mais au regard de certains observateurs, la Guinée est l'un des rares pays d'Afrique à avoir des prix anarchiques sur le marché. Un mot de culture dans cette édition. Chaque année, l'événement Les 72 heures du livre est organisé en Guinée au mois d'avril, une occasion pour faire la promotion du livre et de la lecture. Des mesures sont prises pour la réussite de cette activité dans un contexte de Covid-19 et d'Ebola, a annoncé ce lundi l'organisateur. Bintou Souma et Ibrahima Sodibari nous en disent davantage. La 8e édition des 72 heures du livre en Guinée sera célébrée dans un contexte particulier et sera portée sur la place de la femme, de la jeunesse et de la paix en Guinée. Nous sommes en train de nous préparer. Chaque deuxième jeudi, on se réunit pour travailler, pour faire les choses. Avec l'ANNS, avec le ministère de la Culture, on prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ça soit une fête réussie. Chaque année, des événements liés à l'écriture et la lecture dans les écoles et les espaces publics sont organisés. Pour 2021, le directeur général de l'Harmattan Guinée promet de rendre immortel l'auteur de Sundiata ou l'épopée Mandingue. Il a formé beaucoup d'historiens guinéens, beaucoup d'historiens africains qui vont poursuivre ses travaux. Donc en rendant hommage au professeur Djibril Tamsir Niane, on a élevé la culture guinéenne à un niveau extraordinaire. On lui rendra hommage. Ça, c'était la première étape. Pendant les 72 heures du livre, il y aura un hommage encore une fois au professeur Djibril Tamsir Niane. Le livre étant un moyen de promotion de l'éducation, le commissaire général des 72 heures du livre invite les citoyens à s'adonner à la lecture. Un mot de sport pour clore cette édition. Alain Landeux est le nouvel entraîneur de FC Santoba de Conakry, remplace Xavier Miningou, limogé vendredi à la tête de ce club. Faire jouer le Santoba en compagnie africaine est l'objectif fixé par le nouveau coach. Le sortant dit avoir été victime d'une mauvaise campagne de communication. N'est-ce pas, Ibrahima Diallo? Le vendredi dernier, Alain Landeux a été présenté comme nouvel entraîneur de Santoba FC. Il prend la place de Xavier Milungu limogé. Jouer le maintien en Ligue 1 et aller en campagne africaine sont les objectifs à lui assigner.
Alors avec la direction, on a discuté des objectifs qui sont que pour le moment on est 10e, 11e, c'est pas un classement digne compte tenu de Santobah qui était en campagne africaine l'année passée. Donc les objectifs c'est que premièrement, on va le faire en 2 étapes. Premièrement, c'est de remonter au classement, d'être un classement un peu plus digne. Et deuxièmement, une fois qu'on parvient à remonter au classement et qu'on a assuré le maintien en Ligue 1, on va avoir de l'appétit. L'appétit vient en mangeant et on va essayer de prétendre, comme l'année passée, à une place africaine. Donc la place en campagne africaine, si on peut le faire cette saison, tant mieux. Sinon, on le fera la saison prochaine en étant beaucoup mieux préparé et en entamant beaucoup mieux le début du championnat. Mais pour commencer maintenant, c'est d'abord le maintien qui doit être assuré et on verra où ça va nous mener après. Ces derniers temps, le championnat guinéen connaît des départs des entraîneurs. Alain Landeux explique cette instabilité. Santobah. Donc, vous savez, dans le championnat guinéen, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas trop dans les équipes de stabilité au niveau des entraîneurs. C'est rare de voir un entraîneur qui fait 3 ans, 4 ans dans une même équipe. C'est très rare. Donc, il y a beaucoup d'instabilité à ce niveau-là. Et je pense que parce que les directions sont très passionnées, ils paniquent beaucoup. À la moindre petite erreur, c'est une grosse panique. Et puis, donc, ça fait un tas de changements d'entraîneurs. Pour Xavier Milungu, une mauvaise communication à son égard a prévalu à son départ. Il y a eu des informations qui remontaient mal au niveau des dirigeants. Pour moi, c'est ce qui a causé. Avec les dirigeants de Santobah, j'étais très bien avec eux. Le Santobah FC occupe la 11e place à Ligue 1 Salam. 5 matchs nuls, 2 victoires et 1 défaite. Le prochain adversaire de Santobah sera le Horia AC le samedi prochain. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Grand merci à vous qui nous suiviez partout dans le monde et à la baie, plus précisément. Au revoir.